cas, on se prépare tous à plus de difficultés à vendre. C'est ce qui fera la différence. Le fait de vouloir, pour des managements commerciaux, avoir de plus en plus de données pour comprendre pourquoi est-ce que des commerciaux performent ou pas. Il y a aussi une difficulté de pouvoir reprocher finalement quelque part aux entreprises de ne pas comprendre, puisqu'on leur en a jamais parlé. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui pour le 9e épisode de notre saison 3, j'ai le plaisir de recevoir Julien Leblanc, qui dirige les équipes de iSpot Europe du Sud. iSpot pour les novices, c'est un SaaS qui permet aux commerciaux d'optimiser leur organisation. La jeunesse d'iSpot, c'est une société qui a été créée par 2 anciens de Microsoft qui ont repéré que leur équipe commerciale manquait cruellement d'un outil technologique pour optimiser leur travail et tirer le meilleur parti de chaque interaction client. En janvier 2022, iSpot réalise une belle levée de fonds de près de 250 millions de dollars et c'est au même moment que Julien rejoint l'aventure pour continuer de faire grandir les équipes Europe depuis leur bureau parisien. Alors au programme de cet épisode, on va parler de Sales Enablement, de comment mettre la technologie au service de votre force de vente, de comment on ouvre des nouveaux marchés, comment on crée en fait les bureaux français d'une boîte américaine. Salut Julien, comment vas-tu ? Bonjour Julien, je vais très bien et je te remercie pour l'invitation. Bon, bah écoute, on est ravis de te recevoir dans Vive la vente. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi, sur ton track record, sur comment tu es tombé dans la vente ? Absolument. Ça va prendre un petit peu plus que 2 mots, mais je vais condenser tout ça. Je pense que je suis tombé assez rapidement dans la vente, étant donné que mon père était commerçant. Donc, okay. Par essence, j'ai toujours baigné dans ce milieu transactionnel, dans cette notion de vendre un service, un produit. Et je pense qu'inconsciemment, c'est vraiment des choses dont on s'imprègne lorsqu'on baigne dès le plus jeune âge dans ce milieu-là. Et puis, c'était mis en parallèle avec une maman qui, pour le coup, elle était sur des métiers bancaires, donc qui finançait certaines de ses activités. Donc, j'ai toujours finalement entendu parler un petit peu de ça quand j'étais jeune. Okay. C'est sans doute ce qui m'a amené à pas vouloir faire ça au début. Donc, comme souvent, on ne veut pas reproduire, exactement. Donc des études somme toute assez classiques avec préparation à une école de commerce, okay. Une spécialisation finance, comme je te disais, la volonté de surtout pas faire du commerce puisque le background était défini. Okay. Et puis finalement un naturel qui revient relativement vite et surtout une volonté de toucher de près à cela. Donc j'ai eu l'opportunité de commencer chez IBM Software. Okay. Donc dans le cadre d'une expérience junior IBM Software sur un poste de partenariat. Donc je travaillais en collaboration avec des intégrateurs de manière à pouvoir développer le business pour IBM. J'ai ensuite eu l'opportunité de vouloir prendre un poste directement pour gérer des comptes. IBM était une très grosse structure et c'est pas forcément ce qui me convenait pour commencer ma carrière. Donc je suis ensuite allé travailler pour une société qui s'appelait Quest Software, qui a depuis été rachetée par Dell. Okay. Je te parle de ça, c'était en 2005. Donc j'ai vécu le CRM en lourd du Cybelle avec des salles serveurs qu'il fallait surtout pas planter, réfrigérer à grands frais. Donc c'était assez amusant. Et puis ensuite la révolution SaaS est arrivée. Pour revenir à mon profil, j'ai commencé sur de l'inside sales très classiquement, ensuite de la gestion sur le terrain de comptes moyens et puis ensuite du grand compte. Au sein d'une société qui s'appelle Citrix System, chez qui j'ai beaucoup appris, qui était beaucoup plus structuré. Tout ça s'est fait en France. J'ai ensuite eu la chance de partir en Australie pendant 5 ans, travailler toujours dans ce milieu de la tech, mais plutôt côté IT pour une société qui s'appelle VMware. J'ai fait un petit saut chez Oracle et puis ensuite VMware le plus clair de mon temps. J'ai aussi commencé à toucher à du management commercial dans cette expérience. Okay. Retour en 2016 en France.
volonté de quitter un petit peu ce monde de l'IT, l'infrastructure IT, et de toucher beaucoup plus au métier. Okay. Et donc j'ai rejoint Sprinklr, l'aventure Sprinklr sur la gestion des réseaux sociaux. Et puis ensuite un appel du pied et surtout une envie d'aller m'épanouir sur un marché à créer qui est celui du sales enablement. Et donc pas mal d'aventures qui ont finalement forgé ce que je suis aujourd'hui, avec des vraies expériences terrain, une vraie connaissance. On va en parler plus tard, mais je suis vraiment ce qu'on peut appeler un joueur entraîneur. J'adore encore être sur le terrain avec mes équipes. Montrer l'exemple, je sais pas, mais en tout cas les accompagner. Et s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que réfléchir à deux, c'est toujours beaucoup plus enrichissant que tout seul. Bien sûr. Ok, top. Et bravo déjà pour cette belle expérience. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de la proposition de valeur chez iSpot? Ouais. iSpot, donc c'est une société de software, c'est une société qui a 10 ans. Ok. Société américaine, toujours privée. Notre siège est à Seattle. Et donc c'est une société qui lead le marché qui est défini comme celui du sales enablement. Donc c'est une nouvelle catégorie dont l'objectif est le suivant. Il est d'améliorer l'efficacité des forces go-to-market, des forces opérationnelles, à commencer par les équipes commerciales, mais également les équipes de relations clients. Donc les amener à plus facilement faire leur job et de manière beaucoup plus efficace. Et on va bien entendu parler de la relation client, de l'amélioration de la relation client, qui est souvent ce qui fait la différence. Et puis parallèlement à ça, puisque les entreprises dans leur globalité mettent beaucoup d'efforts pour donner la matière à ces commerciaux, pour qu'ils soient efficaces, on va également essayer de rationaliser les efforts fournis par ces équipes, souvent marketing, product marketing, ce qu'elles produisent. On a constaté assez rapidement que ces équipes mettaient beaucoup d'efforts financiers, humains, en temps, et pour autant elles sont souvent aveugles sur le comment ces éléments sont-ils utilisés, lorsqu'ils le sont, à quel point ils contribuent à faire grandir le business, à générer du revenu. Et donc c'est vraiment ce double apport de valeur, côté commercial d'un côté et côté marketing, rationalisation des coûts. Si on prend vraiment les trois grands piliers que tous les exécutifs poursuivent dans les entreprises, amélioration du revenu, réduction, rationalisation des coûts et maîtrise des risques, on est vraiment influent sur ces trois piliers, et j'en ai mentionné deux, mais le troisième viendra un petit peu plus tard dans la conversation. Ok, ça marche. Alors le sales enablement ou la facilitation de la vente, c'est une notion qui est très à la mode, qui est pas toujours bien comprise en France. En tout cas, le marché est pas complètement mature. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement pourquoi on met plus de temps que nos petits camarades anglo-saxons notamment? Je vais essayer de l'expliquer. Alors de tout temps, et c'est pas juste le sales enablement, c'est quand même une tendance qui a toujours été présente. On a une tendance à dupliquer un peu avec du retard ce que les Américains notamment, mais pas que désormais, mais ce que les Américains ont pu mettre en place. Ça se vérifie également pour le sales enablement. Ce marché aujourd'hui, il est intéressant à plusieurs titres. Il est intéressant parce qu'en effet, tu as raison, il est mature, il commence à être mature aux États-Unis. On constate que UK suit quand même la tendance d'assez près, et puis nous on est quand même assez loin derrière. Donc on est encore en cours de définition, et je vais essayer au maximum d'éviter les anglicismes, mais on est encore sur du nice to have et on n'est pas sur du must have. Donc définir cette catégorie de software et convaincre nos interlocuteurs de la valeur qu'on apporte pour devenir un must have, c'est vraiment le gros challenge de tous ces players. Te dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est mal compris en France, je pense pas qu'il soit mal compris, je pense qu'il a tout simplement pas été adressé. Donc il y a aussi une difficulté de pouvoir reprocher finalement quelque part aux entreprises de pas comprendre, puisqu'on leur en a jamais parlé. Donc c'est aussi normal qu'en arrivant, on ait ce devoir d'éduquer, d'informer les entreprises, de leur démontrer ce que certaines autres compagnies font dans leur domaine d'intervention, dans leurs industries, à l'étranger potentiellement, et puis leur dire voilà, telle et telle société comparable à la vôtre, en activité, en taille, en structure, bénéficie grâce à une technologie ou à une initiative de sales enablement de tel apport pour le business. Je dis l'initiative parce que finalement la technologie seule ne fera rien. Bien sûr. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça prend du temps.
c'est que s'il s'agissait simplement d'acheter une technologie et de l'implémenter pour bénéficier de son apport, ce serait assez simple en réalité. Comme tout projet relativement transformationnel, il va falloir du sponsorship de tout en haut, et forcément toutes les sociétés ne sont pas matures, tous les dirigeants d'entreprise ne sont pas prêts à entendre ou à driver ce changement, à conduire ce changement. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'ils en ont pris conscience et qu'ils ont eu envie, ils ont envie de conduire ce changement dans l'organisation, ça demande des efforts organisationnels. Il faut parfois repenser la manière dont les gens travaillent ensemble, dont l'entreprise est structurée, créer des nouveaux jobs, déplacer des départements, des personnes, mettre en place les process qui les accompagnent. Comment ces gens-là vont-ils travailler ensemble? Comment est-ce que la structure se met en place, certes, mais comment est-ce qu'ils travaillent? Nous, en tant que technologie, on vient apporter nos conseils. En tant que vendeur de technologie, on vient soutenir ces efforts, mais tout seul, on fera pas grand-chose. Donc, c'est ce qui fait prendre du temps. Mais la notion est à la mode, oui. Je crois pas qu'elle soit assez mal comprise. Elle commence à être, au contraire, très bien comprise en France par toute taille d'entreprise, dans tout secteur confondu. Ça prend juste du temps pour être mis en place. Mais on constate quand même une vraie accélération. Okay. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais surtout en 2023, avec les enjeux auxquels on va être confronté, on a des vraies belles histoires à raconter et des vrais beaux apports pour les sociétés avec qui on échange. Ok, top. Et alors, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence? Parce que vous n'êtes pas les premiers sur le marché. En tout cas, il y a d'autres acteurs qu'on voit régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous différenciez et qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, en fait? Alors, t'as parlé des autres acteurs, donc on va commencer par ça. Ce qu'on fait mieux, on est une plateforme qui a fondamentalement été construite sur un seul socle. Ok. Donc tout ce qu'on a à disposition dans iSpot est développé par iSpot. Ok. On n'est pas passé par de l'acquisition externe. On a des très grosses équipes de dev, donc je pense que c'est une de nos spécificités. C'est que parmi les plus de 1400-1500 personnes qui composent iSpot, on a un pourcentage assez important de personnes qui sont vraiment dédiées au développement produit et à la satisfaction client. Et quand je dis la satisfaction client, c'est qu'on est très 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 réactif sur la capacité qu'on a à développer de nouvelles choses dans l'entreprise et surtout à écouter ce que nos clients nous disent. Donc on a beaucoup de partenariats en place avec des grands clients chez qui on détecte des besoins qui sont par ailleurs identifiés également sur d'autres marchés pour des clients moins importants, et au final on arrive très vite à développer ces éléments, et donc je pense que cette capacité à avoir développé une plateforme extrêmement complète seule fait de nous une force, puisque tu as une seule interface pour tout administrer, tu as un seul code source, tu as une donnée qui réside uniquement dans une seule plateforme, donc c'est plus simple à implémenter, c'est plus simple à utiliser et c'est plus simple à adopter. On a une interface qui est relativement simple pour les utilisateurs finaux aussi. Je pense que ça fait partie du succès du succès d'iSpot. L'autre point fondamental, je l'ai dit, c'est qu'on est complet, mais on donne beaucoup de visibilité aux personnes qui analysent les différents joueurs sur ce marché, les cabinets comme Gartner, les cabinets comme Forrester, et ces personnes-là nous reconnaissent comme le leader du marché parce qu'on leur partage notre roadmap aussi, on leur partage notre vision du marché et on leur dit où on va aller. Et a priori, c'est assez bien aligné avec ce qu'eux constatent en interrogeant nos clients aussi. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait notre différence sur le marché et ce qui nous positionne en tant que leader technologique. Maintenant, je voudrais rajouter un point. Tu mentionnais la compétition. La compétition, en tout cas pour nous en France, en Europe du Sud, on peut mentionner les autres. Mais si je suis totalement honnête, je pense qu'on est plutôt tous dans le même bateau, et que notre concurrent principal, pour revenir à ce que je te disais, faire écho à ce que je te disais un petit peu plus tôt, c'est le statu quo. C'est le fait de ne pas bouger. Et donc, convaincre les entreprises, prendre le temps de comprendre leurs challenges et les amener à interpréter la valeur qu'iSpot pourrait leur apporter, c'est aujourd'hui notre vrai challenge, et c'est là que se situe la vraie concurrence pour nous. Le fait de pas prendre de décision, c'est à mes yeux la concurrence principale pour mes équipes. Ensuite,
plus le gâteau sera gros, voilà, plus effectivement l'enjeu pour nous sera d'en manger la plus grosse part. Ouais. Mais pour l'instant, l'enjeu, il est à la fois de manger cette part, mais de surtout également faire grossir le gâteau. Ok, et bah top. Alors, comment quand on vient d'une boîte américaine justement qui cherche à s'implanter en France, comment on fait justement pour créer des bureaux français avec autant de succès que ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi tes tips, ton partage d'expérience sur le sujet? Je pense qu'il faut vraiment bien analyser avant de prendre un tel challenge. Il faut bien analyser la société pour qui on va le faire. Ok. Et tout ça passe vraiment dans l'échange de la personne ou du groupe de personnes avec qui on collaborera, s'accorder d'une part sur les moyens mis en œuvre. J'ai trop souvent vu des personnes qui prenaient ce genre de poste, mais qui au final se retrouvaient à travailler de chez eux, avec éventuellement un avant-vente qui était ailleurs. Et puis on leur a dit, voilà, tu ouvres le marché. Fais tes preuves. Mais fais tes preuves, délivre les premiers deals, amène-nous les premières références, et puis ensuite on te mettra des équipes à disposition, on ouvrira un bureau. Ça a pu marcher pour certains. C'est en tout cas pas le cadre dans lequel moi je souhaitais m'inscrire. Et c'est la raison pour laquelle le premier des éléments fondamentaux que je voulais, c'était d'avoir des moyens derrière. Donc iSpot les a mis, clairement. On a une équipe aujourd'hui d'une 20aine de personnes qu'on a pu monter en 1 an environ. Okay. Donc c'est soutenu comme rythme et ça va avec un certain nombre de challenges également. Hein. Ça n'a pas été simple de trouver les bons éléments. On y reviendra peut-être. Et parmi ces moyens également, eh bien il y a la capacité en interne que l'entreprise a à vouloir réellement s'internationaliser. Pour une entreprise américaine, aller s'implanter en UK. Bon, ça va encore. On parle à peu près la même langue. On a une compréhension du marché. Il y a un mindset qui est à peu près identique. Faire comprendre ou avoir une équipe américaine basée à Seattle qui comprend que l'Europe, c'est pas juste un gros marché à qui on va dire traduisez ça et là ce dont vous avez besoin et puis surtout vous commencez à délivrer. Mais pourquoi est-ce que votre marché est si immature par rapport au nôtre? Voilà. Donc tout ça, quand je parle d'échange avec la personne ou le groupe de personnes avant même d'accepter le challenge, c'est important. Parce que derrière il faut des moyens marketing pour traduire, il faut des moyens pour se faire connaître. J'en reviens à cette notion. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, c'est vraiment fondamental de s'assurer qu'on est backé au niveau humain, qu'on a du temps, qu'il y a un réel plan. On peut y contribuer, avoir droit à la parole aussi. Bien sûr. Dire voilà, j'entends votre plan. Moi, je pense qu'il faut l'adapter avec ma connaissance marché comme ceci et éventuellement enlever un petit peu là, mettre un peu plus ici. Ça fait partie des fondamentaux. Et voilà. Et aujourd'hui, le succès est là. Effectivement, on a bien fait ça avec iSpot. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé de manière relativement successful sur le marché jusqu'alors. Donc bien s'aligner en tout cas sur la vision, le projet de l'entreprise et les moyens qui te sont mis à disposition pour lancer entre guillemets la machine en France ou en Europe, quoi. Ouais, primordial, et ne pas s'éparpiller. Alors ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles on reviendra également plutôt sur la machine de vente. Mais quand on attaque l'Europe du Sud, on peut pas, surtout l'Europe du Sud, hein, si on se parle d'Italie, d'Espagne, de Portugal, tous ces marchés sont si différents. C'est clair. Le marché principal pour l'Europe du Sud, pour moi, c'est la France. Et donc, on est proactivement pour l'instant sur la France, même titre que l'Europe centrale est sur l'Allemagne. Top, on va rentrer dans le cœur de la machine. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment vous êtes organisé commercialement parlant en Europe du Sud et en France? Je pense que c'est assez classique. On a des équipes, on a une machine marketing. Et ça, c'est vraiment important de bien la penser, parce que tout part de là, surtout sur un marché qu'on attaque. C'est un vrai mix de visibilité, de connaissances, se faire connaître, et puis ensuite de génération de leads, donc vraiment du tangible. Une fois que cette machine-là est en place, il faut des équipes pour les traiter le mieux possible. Donc j'ai une équipe de business développeurs. Et puis ensuite, de manière très classique, des responsables de compte, soutenus par des équipes techniques avant-vente. Et puis ensuite également des équipes qui sont, elles, beaucoup plus orientées succès client, satisfaction client, donc implémentation, account management ou success management, comme on les appelle. Donc du classique, voilà. Et puis du RH pour gérer tout ça. Tout le monde est basé à Paris ou il y en a dans certains pays? On est tous basés à Paris, le bureau est à Paris. Et on a un mode de fonctionnement qui fait qu'on a des personnes qui sont parfois ailleurs en France, parce qu'on a adopté
mode de flexibilité. Mais puisqu'on a également un enjeu autour de la construction de notre culture locale, c'est ce qui m'a vraiment satisfait lorsque j'ai constitué cette équipe, c'est que j'ai senti une vraie dynamique, une vraie volonté pour toutes ces personnes de faire partie de l'équipe. Et on a beau dire c'est difficile de construire une culture uniquement sur Zoom, et c'est la raison pour laquelle on a tous un accord tacite qui consiste à passer un minimum de temps tous ensemble chaque semaine au bureau. Donc oui, Paris. Ouais. Génial. Ok. Et alors tu disais tout à l'heure, voilà, il faut évangéliser, il faut éduquer le marché. Donc je suppose que tu cherches des sales qui ont justement cette capacité à prendre le bâton de pèlerin pour être force de conviction, évangéliser au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre culture sales ? Alors oui, absolument. La culture, elle est beaucoup plus, tu t'en doutes, orientée chasse que farming. Ça, c'est par définition ce que tu recherches lorsque tu ouvres un marché. Bien sûr. Même si, en effet, on avait quand même, pour revenir sur ta question, une de tes questions précédentes, on avait validé ce marché, en tout cas HighSpot avait validé ce marché avec des clients existants en ça reste France, un marché quelques dizaines. Qui est pas hyper mature et non, c'est ça. Voilà. Mais avant d'y aller, tu te dis quand même, il me faut un certain nombre de clients sur place, il me faut un certain revenu, avoir atteint un certain revenu, avoir tant de pipeline en cours. Il y a une douleur, mais en tout cas, il n'y a pas non plus. Exactement. C'est une combinaison d'éléments qui te font dire on y va. Ok. Pour répondre à ta question. Ce que j'attends d'eux, c'est en effet beaucoup d'envie de réussir. Je reviens sur ce que je te disais, le fait d'être d'avoir cet accord tacite. On a tous une volonté vraiment de faire partie de cette aventure et de regarder dans le rétro dans 2 ans et de se dire, il y a une vraie adhésion au projet. C'était chouette. Ouais. C'est une aventure entrepreneuriale pour tout le monde. Chacun a son rôle, chacun est responsable de son scope, mais au final, on a tous créé une petite entreprise qui s'appelle HighSpot France, qui s'aligne avec la maison mère, avec les efforts qu'on nous met à dispo, mais il faut vraiment être dans ce mindset entrepreneurial. Ouais, il faut vraiment avoir l'envie de tous réussir, et c'est ce qu'on a jusqu'alors réussi à faire. Et ça, c'est un vrai point de vigilance que j'ai eu dans les entretiens. Ensuite, en termes de qualité intrinsèque, il y a des éléments qui reviennent de manière récurrente dans les podcasts précédents. J'ai entendu beaucoup parler de MedPeak, j'ai entendu beaucoup parler de méthodologie de vente. Certes, ça, idéalement, il faut que ce soit acquis pour les personnes qui nous rejoignent, et ça l'est. Il n'empêche qu'il y a des piqûres de rappel. On applique bien entendu ces méthodologies, mais derrière, t'as vraiment des soft skills qui touchent plutôt à l'excellence, la volonté de toujours s'améliorer, l'excellence opérationnelle, la ténacité, la volonté de travailler dur, ce qui est finalement un des fondamentaux pour un entrepreneur. Bien sûr. Ouais. Pour faire référence encore à cette petite casquette qu'on porte tous, même si on est au sein d'une entreprise. Voilà, ça ce sont les éléments que je recherche et que tout le monde a dans le bureau. Ok, génial. Je lisais il y a quelques jours, alors je sais plus dans quel journal ou dans quel magazine, je crois que c'était le magazine des cadres dirigeants, qu'un commercial met en moyenne 4 heures par semaine pour chercher les bons documents, les bonnes trames, les bonnes propositions commerciales. Comment est-ce qu'on règle ce problème ? Justement, alors le sales enablement est une des manières de pouvoir régler ce problème, s'il en est un. Mais oui, il en est un, puisqu'un commercial qui perd beaucoup de temps à chercher de la matière, du message, ce qu'il a à montrer, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à savoir pour préparer une interaction avec un prospect ou avec un client. On veut minimiser ce temps et finalement on veut optimiser son temps de recherche de ses clients, d'interaction avec ses clients, de transactionnel, voilà. Donc c'est précisément ce qu'un HighSpot va faire, pas forcément de manière isolée, mais on va, pour schématiser, apporter le bon message, donc le bon sales play, la bonne battle card, voilà, tous les éléments dont un commercial va avoir besoin. On va lui apporter au bon moment et d'une manière extrêmement contextuelle, de manière à ce qu'il puisse la consommer, la personnaliser et la consommer, et ainsi garantir qu'il aura un impact le plus fort possible lors de son action, lors de l'action qu'il prendra, que ce soit un meeting, une présentation, un call, voilà. Tout ce qu'il devra faire, on va lui apporter la matière pour le faire le mieux possible. Ok. Et comment t'expliques que 70% des contenus produits par une entreprise ne sont pas consultés par les commerciaux, ou alors une seule fois, et comment on fait pour identifier justement les documents, les process qui marchent, qui sont les meilleurs contenus à utiliser, les indispensables en fait qu'il faut avoir dans son sales kit ou dans sa sales bible. Ouais. Alors 2 choses.
Et ça va faire écho à ce qu'on vient de se dire. Les 4 heures, justement, on passe du temps parce qu'on sait parfois pas où chercher quand on est commercial. Parce que avec le développement d'une entreprise, eh bien, il y a une certaine complexité. Il y a beaucoup de documents qui sont créés, toujours plus, à vrai dire. Et tout ça est mis sur on empile. Et c'est sur des drives, c'est sur des SharePoint. Bref, des endroits où on les store de manière de plus en plus multiple. Et donc, ça devient de plus en plus complexe pour les trouver. Et qui dit complexité, parfois dit baisse de motivation, et t'arrives à trouver des commerciaux qui finalement se disent cette présentation, je l'ai sur mon laptop depuis 2 ans, 3 ans peut-être, mais elle fait le job, donc je vais la conserver et je vais faire ça. Et ce commercial, parfois, dans l'absolu, ne va même pas savoir qu'il y a 2-3 versions qui ont été publiées, qui sont mises à sa disposition, savoir où il en est bien incapable, et c'est ce qui amène finalement à la fois, parfois, quand il cherche encore, c'est ce qui l'amène à passer 4 heures pour le trouver. Et quand il le cherche pas, c'est ce qui explique le fait que 70% de ces données ne soient pas utilisées. Le gros problème, c'est que on commence à pouvoir le démontrer avec une plateforme telle qu'iSpot, mais aujourd'hui, quand on pose la question aux équipes qui produisent ces documents, qui produisent ces contenus, donc principalement des équipes marketing, des équipes de product marketing, elles-mêmes sont assez frustrées parce qu'elles sont elles-mêmes incapables. Elles sont pas forcément étonnées lorsqu'on leur met ce chiffre de 70% sous les yeux. Ouais. C'est leur feeling, mais elles sont relativement incapables de pouvoir mettre une vraie donnée chiffrée derrière ça. C'est justement ce que cette technologie leur apporte, la visibilité sur ce qui est utilisé et ce qui ne l'est pas, et un peu plus loin parce qu'on est souvent intégré, toute cette recommandation contextuelle dont je te parlais prend sens lorsque iSpot est intégré à un outil CRM. En l'occurrence, on travaille assez souvent avec des clients qui vont utiliser Salesforce par exemple. Okay. Et bien tout cela va pouvoir, si on se parle de consommation de contenu, et de donner de la visibilité aux équipes marketing sur qu'est-ce qui est utilisé et quand ça l'est, quel est l'impact, comment ça performe. On corrèle cette utilisation à de la génération de revenus. Donc on a une vraie approche héroïste sur le contenu. Ok. Et une fois que tu as mis justement à disposition le contenu à tes sales, comment tu continues de faire évoluer les apprentissages de ta force de vente? Comment tu t'assures de l'appropriation, de la bonne utilisation? Alors, je t'ai parlé et là, on va rentrer dans l'approche vraiment marché d'iSpot, équipé, donc les équiper avec les bons contenus. Qui dit équipé et qui parle de contenu parle entre autres d'un chapitre de formation. Ouais. Donc on va être, pour les nouveaux entrants ou pour les personnes existantes, on va être à même de leur donner les éléments pour se former, mais on constate trop souvent, je vais faire une parenthèse, mais on constate trop souvent dans nos échanges avec des clients, avec des prospects que l'idée de formation, c'est un one-off. J'ai des nouvelles personnes qui vont rentrer, je vais les mettre dans une Sales Academy où je lance un nouveau produit, je vais faire un programme de training et puis ensuite, je vais donner une certification et mes vendeurs sont prêts à les vendre. Et puis, je vais constater, je vais laisser passer du temps et je vais constater à 6, 12, 18 mois la performance. Ouais. Il y a souvent un trou noir qu'on a du mal à identifier. Alors, c'est, je crois, ce dont tu parles et c'est cette phase de coaching finalement. Et aujourd'hui, le coaching, il est très humain. Donc, c'est pas forcément facile de coacher une équipe de 40, 50 commerciaux. Quand on a 2-3, ça se fait. Tu peux aller dans des calls, tu peux écouter des replays. Ouais, ça c'est faisable. Mais on se parle vraiment du coaching sur l'aspect conversationnel. Ouais. Ce que va apporter une solution comme iSpot, c'est des clés d'interprétation et de compréhension aux managers sur tout ce qui est consommation de ces contenus. Donc, si je reprends mon équipé, coaché, et puis, excuse-moi, équipé, formé et coaché tout au long justement pendant cette période de trou noir, coaché, adapté, identifié lorsqu'il y a un petit peu d'effet de bord, lorsque malgré le fait de mettre les bons éléments à disposition et malgré le fait d'avoir validé, donc de certifier cette personne, on n'est pas au résultat attendu. Il faut répéter. Pourquoi ? Il faut sans doute répéter, il faut sans doute prendre action. Peut-être que les éléments sont pas forcément les bons. Ouais. Peut-être que cette personne a besoin d'un training particulier sur ce topic en particulier. En tout cas, ça donne des clés de compréhension à un commercial et ça va venir enrichir ce coaching. Et c'est ce qui fait qu'au final, on est sur cette notion d'équiper, de former, de coacher et tout au long de cette phase, d'analyser. Et c'est ce qui, in fine, nous amène à constater en moyenne chez les clients iSpot qu'avant et après implémentation iSpot, tu as 19% des commerciaux qui ont une meilleure performance commerciale après avoir implémenté iSpot versus l'année d'avant. Top. Et ça, à l'échelle de certains grands groupes,
Ça fait la différence. Et si je reviens, on en parlera peut-être ensuite sur les tendances de 2023. Aujourd'hui, on a tous une petite crainte sur ce qui se présente dans les mois à venir. Ouais. Je pense que c'est plutôt une appréhension qu'un réel ressenti encore, mais en tout cas, on se prépare tous à plus de difficultés à vendre. Et c'est ce qui fera la différence. Le fait de vouloir, pour des managements commerciaux, avoir de plus en plus de données pour comprendre pourquoi est-ce que des commerciaux performent ou pas. Très intéressant. Et justement, c'est quoi selon toi les gros enjeux commerciaux stratégiques de 2023, les innovations à suivre? Comment tu vois évoluer le marché? Alors, je vais peut-être reprendre ce que je viens de te dire, mais on est tous, et les dernières tendances, en tout cas sur le marché du software, le montrent. Hein, tout le monde réduit la voilure. Il y a malheureusement eu des plans annoncés pour pas mal de sociétés, des plans de départ. Donc ça traduit quand même une crainte et d'un fort ralentissement. Et donc ce que ça veut dire chez nos clients, ça veut dire que beaucoup vont être challengés pour faire plus, parce que les objectifs commerciaux vont certainement pas être revus à la baisse, mais faire plus avec autant, voire un petit peu moins. Et lorsque tu veux faire plus avec autant de ressources, t'as pas 36 solutions. Tu peux pas en rajouter plus, donc tu vas pas rajouter plus de commerciaux. Donc soit tu te contentes d'augmenter un petit peu les objectifs de chacun en disant je vais juste attendre un petit peu plus et puis mettre un petit peu plus de pression, et puis comme ça va marcher un petit peu mieux. Ça, c'est un leurre. Tu vas juste creuser l'écart, tu vas démotiver tes équipes et tu vas finir par devoir les laisser partir ou en voir partir parce qu'ils trouveront plus leur compte dans ton organisation. La bonne formule, c'est simplement de leur donner plus de moyens de mieux faire leur job. Et toi, en tant qu'organisation, c'est vraiment ton rôle de leur mettre ça à disposition et de venir enrichir leur palette d'éléments, d'outils et de connaissances. Et c'est clairement la définition du sales enablement. C'est le fait de permettre aux commerciaux, en tout cas pour l'amélioration du revenu, pour revenir à mes 3 piliers, l'augmentation du revenu, c'est permettre à ces commerciaux de mieux faire. Je reprends mon chiffre, mais c'est assez tangible, hein, surtout nos clients. 19% des commerciaux obtiennent des meilleurs résultats après avoir commencé à utiliser iSpot. Et puis parallèlement à ça, il y a une vraie tendance qui se dégage en 2023 qui est une rationalisation des ressources en interne. Ouais, tout à fait. On le voit nous aussi chez iSpot. Les budgets marketing, on demande toujours un petit peu plus en espérant obtenir ce qu'on veut. Et ben là, c'est fortement challengé. Ouais. Et donc, il y a une vraie nécessité de faire mieux et pas toujours plus. Et c'est pour revenir à ce que je mentionnais précédemment, un des apports de valeur d'iSpot. C'est le fait de pouvoir se concentrer sur ce qui marche, ce qui sert le business. Top. Tout à l'heure, tu parlais de coaching, de formation, justement sur ces notions de formation. Est-ce que vous avez mis en place des choses innovantes? Tu parlais du Challenger Sales, de compétition entre vos commerciaux. Comment tu fais justement pour les motiver, les former au quotidien et leur faire donner la meilleure version d'eux-mêmes, quoi? Alors, il y a toujours un aléa. On est un nouveau bureau, donc j'ai des personnes qui sont encore assez nouvelles. Mais j'essaye de minimiser au maximum le risque. Et donc, c'est ce que je te disais un peu plus tôt. Dans les entretiens, je m'assure vraiment de sélectionner les bons joueurs. Okay. Ceux qui auront vraiment cette mentalité, cette volonté de faire d'iSpot France ce qu'on doit devenir à échéance 24 mois. Maintenant, oui, la concurrence par essence, on est un bureau commercial, la concurrence elle est là, elle est saine, chacun a envie de faire mieux que l'autre, même si c'est le commercial est également une personne qui par essence est assez individualiste, mais il y a cette émulation, en tout cas plus qu'une concurrence, j'aime parler d'émulation. Et il faut que je retrouve des éléments communs. Donc concurrence, oui, mais je veux vraiment, et pour répondre à ta question, qu'ils utilisent au maximum ce qu'iSpot leur apporte. Donc on est les premiers utilisateurs et les premiers à bénéficier de la valeur de ce qu'on fait. Donc de l'excellence dans l'exécution. Je veux qu'ils soient absolument parfaits sur les programmes de training. Et encore une fois, on ne l'aborde pas comme un one-off, puisque moi, je m'enrichis également de toutes ces données pour personnaliser les coachings que je leur apporte de manière hebdomadaire. Donc, j'y faisais référence également un petit peu plus tôt. J'aime être avec eux. J'aime sentir le marché. J'aime avoir cette approche très très consultative dans la vente.
et c'est ce que je leur demande d'avoir, mais ça c'est plutôt du soft skill, c'est ce que j'attends d'eux dans la sélection. Et puis derrière, eh bien c'est ce que je te disais, il y a pas de secret, hein. Il y a un moment, il faut qu'il y ait de la quantité, et il faut que à cette quantité soit ajoutée une vraie approche qualitative du métier, et donc on s'améliore jour après jour en se coachant, en se challengeant. Donc les roleplays, dans un podcast récent, il était fait référence justement au fait de se faire mal en interne et de se confronter aux situations les plus délicates en interne pour finalement être relativement à l'aise quoi qu'il arrive sur le terrain. Ouais. On est vraiment dans ce mindset également chez iSpot. Ok, top. Si je passe un peu du coq à l'âne, mais on parle de machine de vente. Selon toi, qu'est-ce qu'une machine de vente qui performe bien? Quels sont les chiffres, les KPI que tu suis, ou en tout cas les plus importants qui te font dire que ta force de vente performe bien? Alors le premier des points, il est lié au fait de bien cibler, donc cadrer le terrain de jeu. Okay. Pas partir tous azimuts. Et c'est pour ça que je te parlais de France comme marché référence pour l'Europe du Sud. Okay. On y viendra, on s'interdit pas d'y aller, mais il faut bien déterminer un terrain de jeu parce que sinon tu finis par te perdre. Ça, c'est le premier point. Dans ce terrain de jeu, il y a la fameuse identification des industries qui sont plutôt favorables, qui sont un peu plus matures que d'autres. Voilà, le client au profil idéal, on essaye de le déterminer par rapport à ce qui se fait déjà dans d'autres pays plus matures. Okay. Donc la détermination des comptes à plus fort potentiel. Et puis ensuite, je reviens sur ce que je te disais en termes de quantité. On peut dire ce qu'on veut, il y a forcément, en termes de prospection, un minimum de quantité à délivrer. Ouais. Et ça, chacun est contributeur. J'ai mentionné le marketing, j'ai mentionné des équipes de business development. Les account exécutifs sont en premier lieu responsables des patchs et donc également très, très fortement responsables de la génération de pipeline. Et puis eux ont en plus des KPI associés à la notion d'exécution et d'excellence dans l'exécution. Donc tout ce qui va toucher vraiment à l'exécution d'un deal, l'avancement. Je crois que c'était mentionné assez récemment également, mais tout ce qui ne fait pas avancer ton opportunité ne sert pas à grand chose. Donc chaque action doit avoir un résultat tangible, doit mener à un objectif tangible et te faire avancer dans ton cycle de vente. Ça, ce sont vraiment des éléments qu'on traque et que je traque avec beaucoup d'attention. Ok, top. Voilà. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous font gagner du temps en efficacité à vos commerciaux? Alors, j'ai mentionné à beaucoup de reprises, je crois, l'excellence. Ouais. Pour être excellent, il faut beaucoup se préparer. Ouais. Donc, on a des sessions très très régulières de formation, de training, de roleplay. On a un process de préparation de nos discussions initiales, d'introduction, de discovery, de découverte, pardon, de meeting quel qu'il soit, de réunion quelle qu'elle soit. Donc voilà, toute cette phase de préparation est préparée, elle est cadrée chez nous. Il y a un vrai process à suivre. Okay. Et ça, c'est automatisé. Et on a mesuré vraiment que si on faisait ça avec attention, au début, c'est toujours difficile. T'as un petit peu t'as une approche un peu réfractaire. T'as des gens qui disent oui, mais j'ai malgré tout l'habitude de faire comme ça et ça marche pas si mal. Ok, on a décidé d'institutionnaliser ça, donc on va le faire de cette manière-là. Okay. Je pense qu'on n'est pas très très loin d'être arrivé à un seuil global, mais à un seuil de compétences inconscientes. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que j'ai des équipes commerciales qui aujourd'hui comprennent pourquoi elles doivent faire cet effort supplémentaire en préparation parce qu'elles mesurent l'impact positif. Et donc, en termes de taux de transformation, lorsqu'ils préparent bien leur call de découverte, ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus impactants dans ce qu'ils disent, qu'ils gagnent beaucoup plus vite en crédibilité et que le taux de transformation d'opportunités valables qui alimentent le pipeline suit. Okay. Voilà. Et puis ensuite, de manière un petit peu plus tactique, et ça c'est permis par iSpot également, le CRM a été et est peut-être encore assez souvent perçu comme un outil de management. On sort beaucoup de rapports sur les activités notamment. Et bien voilà, tout ce qui est envoyé en termes de documentation dans de la prospection ou dans des opportunités en cours, c'est envoyé via iSpot. Et donc on trace l'engagement de tout ce qu'on envoie à nos prospects, à nos clients. Et c'est également toutes ces interactions, tous ces engagements sont également enregistrés, logués dans Salesforce.
Et donc on fait gagner un temps fou plutôt que les commerciaux fassent ça manuellement dans Salesforce. La machine le fait à leur place. Donc on a automatisé beaucoup de notions de reporting et d'enregistrement des actions aussi. Ouais, très intéressant. Voilà. Okay. Donc là on fait gagner beaucoup de temps, et pour revenir à ces fameuses, c'est pas 4 heures de gain de temps. Enfin si, bien entendu, on leur fait gagner du temps pour trouver les contenus, les bons contenus au bon moment, ou les informations, les sales plays, parce qu'iSpot leur recommande. Mais on leur fait gagner également du temps sur plutôt l'administratif et la partie numérique. Okay. Exactement. Et si on se réfère encore une fois au contexte actuel que tu as qualifié tout à l'heure d'austère, ouais. Est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer en ce moment? Intéressez-vous au Sales Enablement. Non, voilà le terme de ténacité. Mais assez cher, parce que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on va vraiment voir les bons, ceux qui lâchent pas, ceux qui comprennent qu'il y a un vrai temps dur qui se présente, et que c'est dans ces moments-là qu'il faut ramer avec une fréquence un petit peu plus élevée, qu'il faut sans doute ramer un petit peu plus fort, parce que le courant est un peu le contre-courant est un petit peu plus fort. C'est là qu'on va voir les gens qui sont résilients et tenaces. Et puis derrière, j'en reviens aussi à cette notion d'excellence. Il faut pas ramer dans le vide. Il faut s'assurer que la rame est dans l'eau et que chaque coup de rame nous fait avancer. Et donc voilà. Et puis donc ça c'est plutôt si je me mets en parallèle avec mes pairs, et si j'ai des conseils à octroyer aux sales managers, aux directeurs commerciaux pour améliorer. Je le disais en plaisantant, mais c'est la vraie valeur qu'apporte le Sales Enablement. C'est le fait de pouvoir permettre à leurs équipes de faire mieux, et de leur offrir à eux beaucoup plus de clés d'interprétation du pourquoi ça fonctionne pas. Mais se concentrer sur ce qui marche, en fait. Bien sûr. Ok. Très intéressant. Mais si on revient sur le soft skills, d'en faire un peu plus que les années précédentes, en tout cas que l'année dernière. Et tu disais aussi travailler son impact, son leadership pour bouger les lignes, quoi. Ouais, exactement. Je sais pas si je vais réellement... Oui, j'en demande un petit peu plus à mes équipes, parce que c'est dans l'air du temps. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'elles donnent depuis le jour 1, en tout cas en France, c'est sûr. Tout ce qu'elles ont dans... Ouais, c'est ça. On en parlait, mais lorsqu'on est dans ce mindset entrepreneurial, on compte pas ses heures, on compte pas ses activités, on compte pas ses actions. On a juste envie que ça arrive. Ouais, bien sûr. Ok. Et si on parle alors, la grande majorité en fait des patrons commencent leur transformation commerciale aujourd'hui. Par quoi il faut commencer justement pour performer rapidement aujourd'hui? Et ne me réponds pas le Sales Enablement. Par quoi il faut commencer? Bien s'entourer. Enfin, la base de tout, c'est de l'humain. Il y a des notions qu'on pourra apporter, des compétences qu'on va pouvoir apporter aux équipes, des méthodologies de vente, des approches, des objectifs quantifiés. Mais se concentrer sur l'humain, pour moi, c'est clé. On se parle, quoi qu'on en dise, d'interaction humaine dans la vente. Et à ce titre-là, il faut certes des personnes très ambitieuses, très dynamiques, qui ont envie que ça arrive. Et pour ça, il y a un vrai match. Voilà, il faut que ça colle. Et puis ensuite, poser les bons fondements dès le début quand même aussi. Si, c'est important. Je veux pas te répondre avec le Sales Enablement, mais on constate, je vais prendre un exemple concret, mais on constate qu'il y a beaucoup de sociétés assez modernes, notamment dans le domaine de la tech, qui souhaitent dès le début poser les bons jalons et avoir une approche très moderne de leur initiative commerciale au sens très large, département commercial. Et pour ce faire, ces directeurs commerciaux mettent quand même en place ces socles technologiques qui leur permettent de garantir des actions optimum. Ouais. Et justement, sur ce socle technologique, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez au quotidien et que tu trouves wow et que tu recommanderais justement à nos auditeurs? Oui. Alors, Salesforce, j'allais dire c'est la base, mais un CRM, et un CRM pas utilisé comme très souvent, encore une fois, comme simple outil de reporting ou simple outil d'enregistrement des opportunités, des contacts, parce que si un commercial s'en va, on n'a pas envie qu'il parte avec sa base de connaissances. Donc, s'il vous plaît, mettez tous vos contacts dans Salesforce. On n'en est plus là. Ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'écarter avant dans la sélection des bons candidats. Okay. Salesforce en tant qu'outil vraiment collaboratif, et puis tout ce qui va venir enrichir Salesforce. Donc des outils d'analyse conversationnelle. Moi, j'utilise beaucoup un outil comme Gong, par exemple.
parce que je peux pas être dans tous les meetings, je peux pas être dans toutes les conversations, mais je passe beaucoup de temps à écouter et à donner du feedback à mes équipes. Parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est également en lien avec ce que je te disais en termes de coaching. Le coaching, c'est une action qui est ongoing. Et dès que je peux, dès que j'ai du temps libre, je me mets un call gong dans les oreilles parce que c'est hyper enrichissant. Même pour moi, en plus, pour vraiment, lorsque je peux pas, je te disais que ça m'était cher d'être sur le terrain et d'avoir une vraie approche de player coach. C'est pas toujours possible, mais cette capacité à écouter au maximum les interactions que mes équipes ont avec les prospects, avec le client, me rattache à ce terrain et me permet de faire remonter ces éléments. Donc Salesforce, des outils comme Salesforce, des outils comme Gong. Et puis c'est pas un outil qu'on a encore, mais c'est un outil que je connais, que j'ai utilisé dans le passé. Aircall. C'est une petite pépite française que je trouve assez sympa également et qui pour le coup apporte beaucoup en termes d'efficacité opérationnelle pour les équipes et pour les managers. Ok. Top. Quelques dernières questions de fin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? C'est de pas vouloir courir comme un chien fou dès le début. Okay. Il y a trop de commerciaux qui ont envie parfois de montrer... Alors oui, le fait d'être une personne dynamique, plein d'entrain, et de vouloir faire que les choses se passent, c'est positif. C'est une vertu qu'on cherche dans une personne commerciale, dans un commercial. Pour autant... il y a un chemin à suivre, il y a un cheminement. Voilà, on est apprenti avant d'être compagnon, et puis on est compagnon avant d'être maître. Et je pense que ça c'est important. Il faut se rappeler, si je peux faire une analogie avec Picasso, il y a pas mal de gens qui comprennent sans doute pas ce que Picasso a pu faire parce qu'il est connu pour des œuvres qui sont complètement déjantées. J'invite ces personnes à aller voir sur Google les premières toiles de Picasso. Et vous verrez que c'est ultra technique. Ce sont des œuvres qu'on pourrait qualifier de très très classiques. Sont de très beaux paysages, mais voilà, on est vraiment limite dans de l'impressionnisme. Et il maîtrisait ça avant d'aller chercher, aller masteriser la base, avant ensuite d'être un petit peu plus, d'avoir une approche un petit peu plus originale. Donc maîtriser les fondamentaux, c'est vraiment le conseil qu'on m'a donné et que je répète. Il faut être dans la maîtrise inconsciemment compétent. Je mentionnais le MedPeak, je mentionnais la préparation, l'automatisation de la préparation de ces calls. Ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de travail, mais c'est important vraiment de devenir inconsciemment compétent sur ces aspects-là, avant ensuite de s'octroyer le droit de faire un petit peu différemment. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente ? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer en vente ? Justement, alors je viens de t'expliquer les recommandations que je pourrais apporter, ou en tout cas le cheminement à suivre. J'ai peut-être justement voulu un petit peu brûler ces étapes par instant, parce que t'as beau fuir ton naturel, tu restes quelqu'un. Parfois, en tout cas, moi, c'est ma nature. Je suis assez impatient. Tu veux aller vite, bien sûr. Et c'est quand même souvent ce qu'on retrouve chez les personnes commerciales. Et donc, je peux avoir dans ma carrière, j'ai rencontré des commerciaux juniors qui avaient très vite l'envie de monter, d'aller chercher des grands comptes. Et je pense que c'est des personnes qui ont du mal parfois à entendre que ça va être bénéfique pour eux de rester pendant 18, 24 mois sur du mid-market. Mais c'est là qu'on fait ses classes, c'est là qu'on apprend beaucoup. Et finalement, pour en revenir à mon expérience personnelle, je suis passé par de l'inside sales, donc de la qualification très frustrante. Bon sang, je trouve des super pépites et puis je les transmets à quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de la mener cette vente, pourquoi est-ce que j'en serais pas capable ? Et puis un jour, opportunité m'est donnée. Et puis je vais travailler sur du mid-market et très vite j'ai envie d'aller sur du grand compte. Arrive un moment où si j'ai pas l'opportunité en interne, je vais la chercher en externe. Ok, mais ce moment-là est sans doute le bon lorsque moi j'ai transmis, mais j'ai voulu plus tôt. Et je me conseillerais, si j'avais la capacité de me parler il y a 15 ans, d'être un petit peu moins pressé. Ok. Oui, puis moi je te rejoins complètement. C'est vrai que les belles choses viennent avec le temps. Sauf que quand on démarre dans la vente, on a tendance à vouloir tout de suite, très vite. Puis on nous bourre le crâne aussi en écoles de commerce, qui sont plus des écoles de commerce, mais qui sont des écoles de management ou de gestion,
qu'on sera les leaders de demain, qu'on sera les directeurs de demain. Donc forcément, avec nos égos surdimensionnés, on arrive dans des sociétés où on pense qu'on va révolutionner le monde, alors qu'en fait, on va juste apprendre à passer les différentes étapes et à faire nos preuves, quoi. Absolument. Et le dernier point que je rajouterais, pour d'un mot retoucher aux méthodologies de vente, qui sont très à la mode depuis plusieurs années, et qui ont leurs vertus, qui sont très très positives. Mais parfois c'est un petit peu appliqué à l'extrême. Et on en oublie justement cette approche très humaine de la vente, au point de pouvoir irriter certaines sociétés. Certaines sociétés seront absolument OK avec cette approche et comprendront. Mais le vrai bon commercial, c'est celui qui sait insuffler toutes ces méthodologies tout en restant vraiment à l'écoute, en étant vraiment dans cette approche très consultative. Surtout, ne jamais vraiment montrer qu'on est un petit peu trop bourrin dans l'approche, si je peux me permettre cette expression. Bourrin, et même il y a quelque chose de très désagréable, c'est quand t'as un commercial en face de toi qui est une machine, qui fait juste dérouler son truc, qui s'adapte pas forcément à son interlocuteur. Rien de plus insupportable quand t'es acheteur derrière. Alors ça, là, on tombe dans le cliché de la personne qui, pour le coup, ne sait peut-être même pas écouter. Et ça, c'est un vrai gros problème. Mais même quand les personnes savent écouter, est-ce qu'il y a des vrais bons bourrins, pour reprendre mon expression? Des gens qui poussent un petit peu trop, mais au point de pouvoir agacer. Et j'ai pu me voir dans ces situations-là, et c'est peut-être le conseil que je me donnerais aussi un petit peu plus tôt. Maîtrise au plus vite ces techniques, de manière à pouvoir passer justement, pour reprendre l'analogie avec Picasso, dans la manière de faire un peu à sa sauce. Et à sa sauce, c'est rapporter vraiment la brique humaine qui est fondamentale. C'est clair. Et qui, in fine, fait des meilleurs commerciaux ceux qu'on n'identifierait pas forcément immédiatement dans la salle. Les profils un petit peu discrets ou autres. Je mets tout le monde de Paris de venir dans les bureaux d'iSpot et de me dire après 10 secondes qui sont les commerciaux. Ok, top. Est-ce que tu as un bouquin lu récemment à recommander à nos auditeurs sur la vente, le management? Ouais, alors pour avoir écouté pas mal d'épisodes précédents, il faut que je mentionne le Challenger Sale, parce que sinon je serais pas en ligne. Non, c'est forcément un livre à lire, et il y a celui-là et il y en a plein d'autres. Et là, on est vraiment encore une fois dans cette notion de maîtrise de la figure imposée, maîtrise des méthodologies, compréhension de l'approche commerciale. Et donc, ce sont des livres qu'il faut impérativement lire. En revanche, le livre que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle, et c'est en anglais, j'en suis désolé, mais ça s'appelle How to Sell Tech. C'est Charlie Cohen qui a écrit ce livre. Et Charlie, c'est un account exécutif grand compte qui a passé plusieurs années chez DocuSign et qui est désormais chez iSpot. On a la chance d'avoir Charlie qui nous a rejoint. Charlie, c'est vraiment le commercial senior dans toute sa splendeur, qui veut se donner des challenges, qui veut adresser de nouveaux marchés, qui veut convaincre des grands comptes que, pour reprendre l'anglicisme que je faisais, que le nice to have d'aujourd'hui est le must have de demain. Mais ce qui est vraiment très intéressant dans son livre, c'est qu'on n'a pas une vision théorique de ce qu'il faut faire. On a une vision absolument pratique de ce que lui a mis en place. Il donne des exemples. Alors c'est encore plus enrichissant pour quelqu'un qui commence, je pense, dans la vente, parce que c'est juste le journal de bord d'un commercial. Et c'est très enrichissant de pouvoir lire la réalité de ce qu'est sa vie. How to Sell Tech de Charlie Cohen. Exactement. Super. Bon, écoute, merci beaucoup Julien pour ton temps, pour tes bons inputs à la fois sur le Sales Enablement, sur comment on crée un bureau en France. Et puis, je te dis à très bientôt et vive la vente. Absolument. Merci beaucoup et à bientôt, Julien. Salut Julien. Salut.